Obiter dictum, la restitution des biens culturels, un débat politique sous tension juridique. Bonjour chers auditeurs, bonjour Pierre-Édouard, Bonjour Grégory. bonjour maître Philippe Hansen. Bonjour à tous les deux. La dépossession massive d'œuvres d'art, le pillage et le déplacement de patrimoine culturel constituent de longue date un aspect traditionnel de la guerre. Victimes de convoitises, les biens culturels font toujours l'objet d'innombrables appropriations, plus ou moins violentes, devenant dès lors sujet de revendications et d'actions en restitution par ceux qui s'en estiment les propriétaires légitimes. La restitution des biens culturels, surtout lorsqu'ils ont été intégrés dans les collections des musées publics, est dès lors devenue un enjeu juridique, politique et éthique majeur des relations internationales. À cet égard, le sujet entre en résonance particulière pour la France, puisque le colonialisme a, parmi ses multiples conséquences géopolitiques, présidé à de nombreux déplacements d'objets culturels. C'est ce sujet qu'Obiter dictum vous propose aujourd'hui autour d'une discussion avec maître Philippe Hansen, avocat associé au sein du cabinet UGGC, qui possède parmi ses nombreuses compétences une pratique spécifique en droit du marché de l'art. Il est co-auteur d'un volumineux ouvrage intitulé Droit du marché de l'art qui paraît chez Dalloz et a publié plusieurs articles sur le sujet qui nous intéresse. Sans préempter la teneur de notre discussion, on peut immédiatement souligner que la restitution des biens culturels appartenant à des musées publics français se situe au cœur d'une tension entre principes opposés, tension qui nécessite parfois, comme nous allons le voir, l'intervention du législateur. D'une part, la nécessité politique et éthique de restituer des biens soustraits de manière illégitime à leurs propriétaires, que ceux-ci soient des États ou des particuliers, et d'autre part, le principe d'inaliénabilité qui fait obstacle à la restitution d'objets culturels entrés dans le domaine public, quand bien même cette incorporation résulterait d'un acte de spoliation ou plus largement d'une appropriation contestable. Il est même possible d'avancer que le principe d'une sortie des biens des collections publiques des musées français méconnaît au moins l'esprit de l'institution muséale dont le patrimoine ne devrait cesser de croître. Dans un rapport remis au président de la République en 2008, portant sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des œuvres de leur collection, le conseiller d'État Jacques Rigaud rappelait ainsi que l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts se donnait comme objectif de fixer les règles indispensables pour les musées, au premier rang desquelles figurait celle d'assurer la continuité de l'accroissement des collections publiques. Ainsi, non seulement il n'était même pas alors envisageable de vendre ou d'aliéner des œuvres, mais il n'était question que d'accroître les collections. Le même rapport précise que les rares décisions de justice rendues en matière d'aliénation de biens de ces collections confirment cette vocation. Les œuvres des collections publiques étant l'objet même du service public chargé de leur conservation et de leur présentation, elles ne pouvaient être déclassées et sortir du domaine public. C'est par exemple ce que nous dit la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 1963. Principe d'inaliénabilité, domaine public, collection publique, déclassement. Rassurez-vous, chers auditeurs, nous aurons l'occasion d'expliciter ces termes au cours de notre discussion avec Maître Hansen. La restitution des biens appartenant à des États tiers ne constitue qu'un des aspects de la problématique relative à la sortie des domaines du domaine public mobilier français. L'autre pan du sujet porte sur la restitution des biens culturels spoliés à la population juive durant l'occupation. À côté des spoliations nazies, le sujet le plus sensible politiquement et juridiquement est celui des spoliations auxquelles a procédé l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, c'est-à-dire le régime de Vichy, mais dont les actes sont juridiquement imputables à l'État. Nous aurons l'occasion de revenir sur le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les mesures de restitution des biens ainsi spoliés. Notre discussion s'articulera ainsi autour de plusieurs thèmes. En premier lieu, le cadre juridique international et national applicable. Dans un deuxième temps, les exemples de déclassement ad hoc, déclassement législatif, nous verrons ce qu'il faut entendre par là. Dans un troisième temps, la réforme du cadre juridique. Et dans un dernier temps, nous ferons un point particulier sur les spoliations sous l'occupation. Maître Hansen, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Obiter dictum et à titre d'introduction, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment et pourquoi un avocat développe une compétence ou une pratique spécifique en droit du marché de l'art ? Merci. Alors, la compétence en droit du marché de l'art est venue d'abord un peu par des concours de circonstances au gré des dossiers, mais le droit du marché de l'art présente quand même une spécificité, c'est que l'objet traité, indépendamment des questions juridiques posées, est généralement assez intéressant. Et donc, ça donne envie d'en faire davantage, d'en connaître plus, et on touche à des domaines qui
parle à des sens un peu différents de ceux auxquels on est habitué quand on fait du droit. Je fais beaucoup de droit du chemin de fer, par exemple. On est très éloigné de l'art et du coup, c'est une respiration intellectuelle, historique, parfois même philosophique. Et je pense qu'ici, on est en plein dans le sujet, qui est bienvenue et qui donc m'a mené à effectivement développer cette pratique au sein du cabinet avec d'autres associés. C'est une pratique qu'on a au sein du cabinet depuis très longtemps et que j'ai développée sur le volet de droit public un peu plus spécifiquement. Très bien. Alors, abordons notre premier thème sur le cadre juridique international et national applicable. Avant de voir le droit national, nous souhaiterions un peu revenir sur le cadre juridique international encadrant la restitution des biens spoliés. Nous comprenons à la lecture de vos articles sur le sujet que ce cadre apparaît peu pertinent pour les restitutions de biens spoliés durant l'époque coloniale. Pouvez-vous nous rappeler la teneur des instruments juridiques internationaux et ce qui motive votre appréciation à leur égard ? Alors, en droit international, on a surtout 3 textes. Si on reprend chronologiquement, on a d'abord une convention de La Haye de 1899, dont l'objet est en substance de rendre illégaux les vols et les pillages commis en temps de guerre. Mais en rendant illégaux les vols et les pillages commis en temps de guerre à compter de 1899, elle valide en quelque sorte tout ce qui a eu lieu avant. Ensuite, on a la Convention Unidroit de 1995 qui également organise l'interdiction d'exportation de biens illicitement acquis, mais elle n'a pas été ratifiée par la France. Ces 2 textes étant donc inapplicables au sujet qui nous occupe. La 3e convention, qui est la convention principale, c'est la convention UNESCO du 17 novembre 1970. Cette convention, elle a pour objet d'interdire l'importation, l'exportation et d'une manière générale le transfert de biens pillés, de biens illicitement acquis. Elle a aussi pour objet de prévoir des engagements des États signataires, de mettre en place des dispositifs de droit interne pour permettre à la fois d'empêcher la circulation de ces biens illicitement appropriés, mais aussi d'en organiser la restitution. La difficulté avec la Convention UNESCO, c'est qu'elle ne s'applique qu'aux biens volés à compter de sa signature par le dernier État signataire des parties concernées par le litige. Donc l'État spolié ou l'État de réception en quelque sorte du bien spolié, eh bien, on prend la date de ratification par le dernier des 2 pour voir si la convention s'applique. En France, cette convention n'a été ratifiée qu'en 1997. C'est-à-dire qu'au plus tôt, pour ce qui concerne les biens qui sont sur le territoire national, on parle de biens qui auraient été pillés postérieurement à 1997. Et potentiellement plus tard, puisque si l'État d'en face, en quelque sorte, l'État spolié, a ratifié la Convention après 1997, alors c'est cette date-là qui constituera le point de départ. Donc on voit bien que c'est une, finalement, ratification qui est extrêmement récente, même si on prend la date de 1997, et évidemment, toutes les spoliations dont il s'agit en général, c'est-à-dire celles principalement de la période coloniale, eh bien, datent d'avant 1997, et de bien avant 1997, et aussi d'avant, bien souvent, 1899. De sorte que, en droit international, on n'a pas de cadre qui permette d'organiser ces restitutions. Et en droit interne, pour faire le lien un petit peu entre ce qu'on va dire dans quelques instants, la Convention UNESCO a été transposée en quelque sorte ou a été intégrée dans le droit interne par l'article 124-1 du Code du patrimoine, mais cet article 124-1 renvoie en réalité à la Convention UNESCO de 1970, notamment pour ce qui concerne son champ d'application temporel. De sorte que cet article du Code du patrimoine ne peut pas non plus permettre des restitutions de biens qui auraient été pillés avant 1997. De sorte que, du point de vue du droit interne et de ses transpositions, ou du droit, plutôt, pardon, du droit international et de ses transpositions en droit interne, on n'a pas de moyens juridiques pour permettre les restitutions, et donc il faut se placer exclusivement sur le plan du droit interne pour voir comment organiser ces restitutions. Et c'est là qu'on va se heurter aux principes qui régissent notamment les propriétés publiques, dont on va certainement parler dans quelques instants. Eh bien, parlons tout de suite de ce cadre interne, qui est en fait un cadre assez restrictif s'agissant des restitutions, puisque
le principe juridique principal qu'il faut soulever ici, c'est le principe d'inaliénabilité des biens composant le domaine public. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont ses conséquences juridiques et en quoi ce principe s'applique-t-il à des biens culturels? Alors, d'abord, il faut simplement rappeler que ce dont nous parlons maintenant, c'est l'ensemble des biens qui appartiennent à des personnes publiques. De sorte que les biens qui sont dans des patrimoines privés ne sont pas du tout concernés par le principe d'inaliénabilité et par tout ce qu'on va dire maintenant. En revanche, effectivement, pour les biens qui appartiennent à des collections muséales notamment, ou qui appartiennent à des personnes publiques au sens général, vous avez l'article L21-12-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui les classe dans le domaine public. Le domaine public, au sens de cet article, c'est l'ensemble des biens meubles qui appartiennent aux personnes publiques et qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science, etc. Vous avez à la suite de cette définition un peu générique une liste d'items qui illustrent le propos, mais globalement, on peut déjà se rattacher à cette définition générique. Et donc, l'ensemble des biens culturels, dès lors qu'ils présentent un intérêt, et en général, on présuppose que c'est le cas, vont appartenir au domaine public. Ça, c'est la première cause d'inaliénabilité. Ensuite, vous avez dans le Code du patrimoine une autre disposition qui pose le principe selon lequel sont également inaliénables les biens qui appartiennent aux collections des musées de France, c'est-à-dire les musées qui ont obtenu le label Musée de France. Deuxième cause d'inaliénabilité, bien souvent, les musées de France appartiennent à des personnes publiques, donc en réalité, les deux se confondent. À partir du moment où un bien appartient au domaine public, il est inaliénable et imprescriptible. Inaliénable, ça veut dire que la personne publique ne peut pas l'aliéner sauf à avoir procédé à son déclassement, c'est-à-dire à l'avoir sorti du domaine public par un acte dont on reparlera dans quelques instants. Et l'imprescriptibilité, c'est que si d'une manière ou d'une autre, le bien a été aliéné sans avoir été préalablement déclassé, la personne publique peut récupérer la propriété, et exercer par exemple des actions en revendication de propriété, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée. De sorte que, effectivement, on est sur un régime de protection qui est particulièrement strict, particulièrement exorbitant du droit commun. S'agissant par exemple de l'imprescriptibilité, on sait qu'en fait de meuble, possession vos titres, d'après les dispositions du Code civil, eh bien ici, ce principe, il est totalement évacué par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que outre la protection qui découle du texte, c'est une protection qui fait l'objet elle-même d'une forme de protection, puisque le Conseil constitutionnel, même s'il n'a pas donné de valeur constitutionnelle ni au principe d'inaliénabilité ni au principe d'imprescriptibilité, a néanmoins jugé que ces principes étaient parfaitement conformes à la Constitution, dans un arrêt qui portait précisément sur des biens mobiliers du domaine public, une décision de question prioritaire de constitutionnalité du 26 octobre 2018. Donc on voit que les principes sont très protecteurs et les principes sont très protégés. La conséquence de tout cela, c'est qu'en pratique, il est extrêmement difficile en réalité d'aliéner un bien du domaine public mobilier, que ce soit en vue de sa restitution ou pour n'importe quel autre type d'aliénation. Et là, on peut, juste pour que tout le monde comprenne bien, dresser un parallèle avec le domaine public immobilier. Le domaine public immobilier, il est caractérisé ou il est défini par la réunion de 2 ou 3 critères. D'une part, la propriété publique. Ensuite, une question d'affectation. On affecte un bien à un service public ou à l'usage direct du public. Ça sera par exemple un stade qui est affecté au service public du sport ou une rue qui est affectée à l'usage direct du public parce qu'on peut marcher dessus. Et puis, il y a un critère d'aménagement indispensable pour les biens affectés au service public. Pour le domaine public immobilier, là encore, si on veut céder ces biens immobiliers, il faut les déclasser préalablement. Et pour pouvoir les déclasser, il faut les désaffecter, c'est-à-dire leur faire perdre leur affectation, fermer le stade, il n'est plus affecté au service public, on peut le déclasser. Ces décisions de désaffectation et de déclassement sont entre les mains de la personne publique propriétaire ou affectataire. Donc, la personne publique a la maîtrise de ce qu'elle veut faire de son bien, et si elle veut aliéner, elle peut le faire parce qu'il lui est facile de décider de fermer le stade, dans mon exemple. En matière mobilière, la situation est différente puisque la définition du domaine public mobilier repose sur la qualité et l'intérêt intrinsèque du bien.
c'est pas quelque chose qu'une personne publique propriétaire va pouvoir décider. Est-ce que le bien présente ou non un intérêt public? C'est quelque chose que le bien porte en lui, en quelque sorte. Et il est donc extrêmement difficile, une fois qu'on a admis que cette condition de l'intérêt était remplie, de revenir sur cette caractérisation de l'intérêt. Qui pourra décider que telle œuvre qui, à un moment donné, présentait un intérêt public du point de vue de la culture, n'en présente plus? Et donc, on a une réelle fébrilité chez les personnes publiques et chez les commissions, on en reparlera, qui ont été constituées pour réfléchir sur le sujet, de prononcer une telle perte d'intérêt. Parce que tout le monde se souvient qu'à des périodes pas si anciennes que ça, on a pu brûler de l'art parce qu'on le jugeait dégénéré. Et donc, à un moment, ça devient très 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 dangereux de décréter, même au sein d'une commission, qu'un bien a perdu son intérêt. Et du coup, dès lors qu'il est très difficile de déclasser le bien, la conséquence mécanique, c'est qu'il est très difficile de l'aliéner. Et la restitution étant une forme d'aliénation, puisqu'on se dessaisit de son bien pour en transférer la propriété à celui qui réclame la restitution, eh bien la restitution devient impossible. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par la loi. Alors ça pose d'autres problèmes que le problème de la restitution. On a eu en 2010 un débat, en 2009-2010, un débat à propos, à l'origine d'une question de restitution, mais le débat a un peu dévié ensuite, c'était la restitution de têtes de guerriers maoris qui était la propriété du Muséum d'histoire naturelle de Rouen, qui appartenait à la ville de Rouen. Et que la ville de Rouen voulait restituer à la Nouvelle-Zélande pour que l'État néo-zélandais le restitue aux tribus d'où étaient originaires les guerriers concernés afin qu'ils reçoivent une sépulture selon les rites traditionnels, etc. Et la délibération du conseil municipal de Rouen avait été attaquée par le préfet sur le fondement du principe d'inaliénabilité. Et le préfet avait obtenu gain de cause. Du coup, la sénatrice maire de Rouen de l'époque avait déposé une proposition de loi en vue de permettre le déclassement législatif des biens, puisque le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité n'ayant qu'une valeur législative, on peut y déroger par une autre loi. Et à cette occasion, s'est ouvert un débat qui a dépassé le cas de la restitution des têtes maoris pour poser la question de ce qu'on appelait la respiration des collections publiques. Et le débat a été de dire finalement, en France, les collections publiques, comme vous l'avez très justement dit en introduction, ne font que s'accroître, mais n'évoluent jamais à la baisse, y compris d'ailleurs lorsque cette baisse est motivée par la recherche de fonds pour acheter d'autres œuvres. Dans d'autres pays, les musées n'hésitent pas à vendre pour racheter, pour financer d'autres acquisitions. Les collectionneurs privés font ça tout le temps. Ils font vivre un peu leur patrimoine. En France, on a des biens qui sont dans des réserves, qui y restent et qui sont inaliénables. Parce que, encore une fois, leur intérêt intrinsèque ne disparaît pas parce qu'ils ne sont pas mis à la disposition du public. Et à cette occasion-là, pardon. Mais est-ce que ça veut dire que tout déclassement est impossible ? Tout déclassement... Et je précise déclassement administratif, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on appelle déclassement législatif, c'est-à-dire l'intervention d'une loi. Déclassement administratif, c'est une procédure administrative, a priori beaucoup plus simple, mais dans le cadre des biens culturels appartenant au domaine public, il y a quand même la possibilité d'un déclassement administratif après intervention d'une commission spéciale qui doit donner un avis conforme. Absolument. Alors, tout déclassement n'est pas impossible, mais il est quand même très difficile. En 2010, à l'occasion de ce débat sur la respiration des collections publiques, on a créé une commission, à l'article L451-5 du Code du patrimoine, qui était la Commission scientifique nationale des collections. Cette commission était censée effectivement se prononcer sur les projets de déclassement des personnes publiques propriétaires de biens culturels notamment. Et elle devait également éditer des guidelines ou des lignes directrices, pour parler dans un français correct, des lignes directrices sur ce qui pouvait être admis comme motif de déclassement. Ce qu'on a constaté, c'est que d'abord, cette commission a été instituée avec beaucoup de retard.
elle n'a émis ses lignes directrices que très tard. Finalement, ces lignes directrices n'étaient pas très directrices. Et surtout, elle n'a été que très très peu saisie par les personnes publiques en vue de déclassement. Et les cas ou les biens objets de ces saisines étaient des biens sur lesquels, en réalité, la question de l'intérêt public ne se posait pas, soit parce que c'était des biens qui existaient en de très nombreux exemplaires au sein des collections, donc le bien considéré n'avait pas en lui-même beaucoup d'intérêt, soit c'était des biens qui étaient en mauvais état, et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de décisions, je crois qu'il y en a eu une dizaine pendant toute la durée de vie de cette commission, qui donc a été créée en 2010 ou autour de 2010, et qui a été supprimée par la loi d'accélération et de simplification de la loi de l'action publique, la loi ASAP, bien nommée, ou mal nommée au demeurant, qui a supprimé cette commission. La loi date du 7 décembre 2020, supprime la commission et crée une nouvelle organisation d'avis, où l'avis doit désormais être sollicité auprès du Haut Conseil des musées de France. Donc en réalité, en guise de simplification, on a le remplacement d'une commission par une autre commission et des saisines, notamment pour les collectivités territoriales, du ministre de la Culture qui doit donner son avis sur les demandes de déclassement. Mais en réalité, on peut créer toutes les procédures qu'on veut. On peut simplifier autant qu'on veut. Le problème de fond restera toujours le même, à savoir que il faut que quelqu'un soit capable de décider que telle œuvre d'art ne présente plus d'intérêt public. Et c'est bien ça le problème. Autant quand il s'agit effectivement d'un mousquet qui est dans les réserves du musée des Invalides, dont on a 42 exemplaires à côté. On peut effectivement admettre que le mousquet considéré ne présente pas beaucoup d'intérêt en lui-même. Mais par contre, quand on parle d'autres biens, qui sont des biens uniques, par exemple des peintures, des sculptures, etc., il est extrêmement difficile, et là pour le coup probablement presque impossible, sauf à vraiment créer des grosses polémiques, de considérer que ce bien ne présente plus d'intérêt public. Et donc, quelle que soit l'organisation procédurale du déclassement, en réalité, le frein, c'est la définition du domaine public mobilier. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, dans un avis qu'il a rendu sur une loi dont on parlera tout à l'heure, de 2020, portant sur la restitution de biens au Sénégal et au Bénin, dans son avis sur cette loi, pose clairement la problématique. Et il dit, bien que l'intention soit louable de vouloir restituer ces biens au Bénin et au Sénégal, il n'en reste pas moins que ces biens présentent indéniablement un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, etc. Et donc, si on avait voulu déclasser ces biens selon le process administratif, la décision de déclassement aurait été illégale. Et c'est pour ça qu'on doit recourir à la loi, et c'est là que le Conseil d'État, lorsqu'il examine la loi, l'examine sous l'angle de la constitutionnalité de la loi, où il va mettre les intérêts en balance, d'un côté la protection du patrimoine public, d'un autre côté les autres intérêts, notamment éthiques, etc., et il va considérer qu'ici, l'atteinte au patrimoine public est compensée par l'intérêt qui résulte et le bien fondé de la restitution aux États qui ont été pillés. Mais on voit bien que la voie administrative aurait été fermée, même avec de très bonnes raisons de déclasser. Donc, impossible non, mais extrêmement compliqué et très très rare, oui, le déclassement administratif sera archi minoritaire, quelles que soient les modifications qu'on apporte au process de décision. D'où la nécessité de lois ad hoc. Lorsqu'on veut restituer des biens, on doit en passer par la procédure qui est quand même la plus lourde, puisque c'est la procédure d'adoption d'une loi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples d'adoption de lois de déclassement ?
Alors, il y en a pas beaucoup. On a celle, effectivement, de 2010 qui portait sur les têtes maoris. On a, parmi les plus emblématiques, derrière, celle du 24 décembre 2020 qui porte sur la restitution de biens aux États du Sénégal et du Bénin. Et puis, on a récemment la loi du 21 février 2022 sur la restitution de biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on en parlera à la fin, et c'est un sujet à part en quelque sorte, mais il ne faut pas oublier que toute chose étant égale par ailleurs, la problématique de droit qui se pose s'agissant des restitutions, que ce soit aux États qui ont été pillés, notamment pendant l'époque coloniale, ou aux personnes privées qui ont été spoliées pendant l'occupation, derrière ces problématiques-là se pose de toute façon la même question juridique qui est celle de l'appartenance des biens en question au domaine public mobilier, et donc de leur inaliénabilité, et donc de leur déclassement, et donc du recours à la loi. Donc des lois, il y en a eu, mais effectivement, comme vous le rappelez, c'est quand même la procédure la plus lourde. C'est une procédure aussi qui peut être contestée, et d'ailleurs dans les débats parlementaires, notamment sur la loi de 2020 de restitution au Sénégal et au Bénin, certains disaient, au final, il y a un peu un côté arbitraire, de fait du prince, dans le recours à la loi, puisque on va choisir ceux qui vont bénéficier des restitutions et ceux qui du coup n'en bénéficieront pas, alors que si on avait une sorte de procédure extrêmement cadrée, eh bien tout le monde pourrait y avoir accès et on l'appliquerait. Donc ça peut poser un problème d'égalité en quelque sorte entre les États qui pourraient souhaiter bénéficier de restitutions et où finalement ce sera le législateur et avant lui le gouvernement qui va déposer les projets de loi, puisque c'est plutôt des projets de loi que des propositions de loi pour le coup, qui va avoir la main sur les restitutions. Donc on peut trouver des bons arguments dans les deux sens. C'est un peu la difficulté de la matière d'ailleurs. On voit qu'on a sur ces sujets-là, en réalité, des arguments valables un peu des deux côtés. C'est un sujet assez clivant quand on lit notamment les discussions autour, on en parlera tout à l'heure, du rapport Savoy-Sarr sur la restitution ou sur la respiration des collections publiques en 2010. On voit que vous avez quand même deux camps qui sont assez marqués entre ceux qui veulent notamment restituer de manière très large, ceux qui veulent conserver absolument tout. Chacun a une part de bons arguments quand même. Et du coup, c'est un sujet qui est politiquement extrêmement sensible. Et c'est la raison pour laquelle, certainement, on n'a pas encore de loi cadre qui définit une procédure précise pour organiser tout cela. Mais on va y venir, on en reparlera tout à l'heure. C'est le moment de passer à notre internet musical. Philippe Hansen, vous avez choisi Tracy Chapman, Talking About Revolution. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds Alors, vous parliez de lois ad hoc nécessaires à l'aliénation des biens, à la sortie de ces biens du domaine public. Est-ce que pour autant, vous avez commencé à l'évoquer, est-ce que pour autant on peut dire qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel ou juridique sur ces lois? Vous parliez de l'avis du Conseil d'État, qui est saisi, c'est le cas de le dire, pour avis, donc c'est pas dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, mais il porte quand même une appréciation. Vous avez parlé d'exigences constitutionnelles qui l'opposent, ou en tout cas qu'il met en balance avec d'autres motifs, ce qui veut dire que, alors je parle sous votre contrôle, mais ces exigences constitutionnelles, c'est notamment l'absence d'atteinte disproportionnée à la propriété publique, la motivation par un motif d'intérêt général, entre autres, et tout ça est mis en balance. C'est donc qu'il y a un contrôle, c'est pas parce qu'on passe par la loi que tout est possible. Alors non, tout n'est pas possible en passant par la loi. La loi est soumise au juge constitutionnel, donc au Conseil constitutionnel, et
peut être remise en question par la saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs, comme ça se fait habituellement dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois après leur adoption. On voit mal ici comment une question prioritaire de constitutionnalité pourrait se poser, parce qu'on voit mal le litige qui pourrait naître à l'occasion de l'exécution et de l'application de cette loi, puisque au moment où elle est prise, elle est quasiment exécutée en réalité. Après, il y a simplement la remise matérielle des biens, mais ça va extrêmement vite. Donc du contentieux qui découlerait de la loi et qui pourrait servir d'accroche à une QPC me paraît assez difficile, mais des sénateurs et députés pourraient très bien soumettre la loi au Conseil constitutionnel en invoquant effectivement les moyens que vous avez rappelés à l'instant, à savoir l'atteinte disproportionnée et non compensée par un motif d'intérêt général au patrimoine public. Donc c'est effectivement malgré tout ce qui est mis en balance par le Conseil d'État, et on voit qu'il le fait de manière quand même assez rigoureuse. J'ai parlé de l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi sur la restitution des biens au Bénin et au Sénégal. On a aussi eu un avis du Conseil d'État sur le projet de loi qui a donné lieu à la loi du 21 février 2022 sur la restitution des biens spoliés, où vous voyez que le Conseil d'État a examiné bien par bien, il y avait 14 ou 15 biens concernés par cette loi, il a examiné bien par bien les éléments qui permettaient de considérer que ces biens avaient effectivement été spoliés, les conditions dans lesquelles ils avaient vécu en quelque sorte depuis leur spoliation et les raisons pour lesquelles il était envisagé de les restituer. Donc c'est un contrôle qui est quand même assez poussé, mais vous avez raison, au stade de l'avis du Conseil d'État, on ne parle que d'un avis. Donc derrière, seul le juge constitutionnel pourrait éventuellement remettre en question la loi au vu de ses principes. Alors on comprend, en vous lisant notamment, que le recours au législateur risque de s'intensifier, notamment parce qu'on a un discours du président de la République à Ouagadougou en 2017 qui annonce une volonté très claire et affirmée de procéder à des restitutions massives. Alors quel est le problème de cette volonté ? Quels sont les problèmes pratiques et juridiques que pose cette volonté présidentielle de 2017 ? Alors, à la suite de ce discours de Ouagadougou, qui a été entendu dans les États africains et qui a suscité beaucoup d'espoir, le président de la République avait nommé 2 universitaires qui ont rendu un rapport en novembre 2018, c'est le fameux rapport Savoie-Sarr, qui était censé se prononcer sur finalement le cadre de cette restitution. Ce rapport Savoie-Sarr, à l'époque de sa parution, pour le coup, a suscité beaucoup de débats. Il a suscité notamment beaucoup de débats parce qu'il posait une sorte de présomption de pillage, selon laquelle tous les biens, je caricature à peine, culturels africains étaient présents sur le sol français, étaient présumés pillés, et il appartenait aux détenteurs publics de renverser cette présomption et de démontrer qu'en réalité, ils n'avaient pas été pillés, faute de quoi ils devaient être restitués. Bon, même si, encore une fois, la finalité est certainement louable, ici, on va quand même à l'encontre de tous les principes juridiques communément admis, et notamment celui de la charge de la preuve. Et d'un certain point de vue, celui de la présomption d'innocence aussi, puisqu'on part du principe que l'État est coupable, et qu'en conséquence, il doit restituer, sauf à démontrer qu'il ne l'est pas. Évidemment que ce genre de position ne pouvait que susciter des réactions assez violentes. Et ça n'a pas manqué, quand on lit la presse de l'époque, on voit qu'il y a un vrai débat assez musclé. Cela étant dit, on sait aussi que une grande partie des biens du patrimoine africain ont été pillés. Et donc, effectivement, on risque d'avoir des restitutions importantes aux États africains. La question est de savoir comment on fait pour restituer. Parce que parmi ceux qui s'opposent à la restitution, certains disent tous les États africains ne sont pas aujourd'hui systématiquement en mesure de recevoir les biens en question.
parce qu'ils n'ont pas forcément tous les infrastructures muséales qui permettent de conserver ces biens dans de bonnes conditions, parce que certains États sont politiquement instables, en proie à des quasi-guerres civiles, ou en tout cas des situations très difficiles, et il ne s'agirait pas que des biens restitués soient pillés par divers groupes, notamment terroristes, et se trouvent, comme ça a été le cas en Syrie ou en Irak par exemple, sur le marché de l'art parallèle, 15 jours après avoir été restitués. Donc, D'ailleurs, dans l'avis du Conseil d'État du 3 mars 2020, le Conseil d'État prend soin de relever, alors on ne sait pas si ça fait partie du contrôle ou pas, que les États destinataires sont en mesure de gérer ces absolument. biens-là. Donc, on ne sait pas trop ce que veut dire le Conseil d'État. Est-ce que c'est simplement il relève quelque chose, il constate, ou ça fait partie du contrôle qu'il exerce sur la loi? À mon avis, ça fait quand même partie du contrôle qu'il exerce sur la loi et finalement de l'appréciation de l'intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt général si le bien qu'on restitue se retrouve sur le marché de l'art parallèle 3 mois après avoir été restitué. Dans ce cas-là, on a restitué pour rien, ou pour enrichir des gens qui sont potentiellement hostiles à la nation française. Donc, de ce point de vue-là, la problématique de la capacité des États à recevoir les biens, et s'agissant du Bénin et du Sénégal, elle ne fait pas l'ombre d'un doute puisqu'ils ont des musées qui sont dernier cri, donc leur capacité n'est absolument pas douteuse, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les États africains. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Mali, évidemment. Donc, ça fait partie de cette balance des intérêts qui est prise en compte. C'est la capacité. Et donc, la difficulté, c'est de créer un cadre qui permette quand même de faire un peu du cas par cas et de ne pas restituer n'importe comment. Est-ce que c'est vraiment une question qu'on doit se poser? Est-ce que c'est pas finalement un peu ethnocentré de se poser la question du devenir de ces biens? Finalement, si on parle de biens restitués, ce sont des biens qui ne sont, pour lesquels on est propriétaire de manière illégitime, et on restitue un bien à son propriétaire originel. Oui, on peut effectivement aussi voir, et ça fait partie des termes du débat, on peut voir les choses de cette manière-là, en considérant qu'effectivement, les États qui ont été pillés doivent, en tout état de cause, se voir restituer les biens et ensuite faire leur affaire de la conservation des biens en question. Simplement, on voit bien que compte tenu de la crispation des positions des uns et des autres, tenir ce discours-là risquerait, à mon sens, de finalement freiner le mouvement de restitution. Mais ce n'est que mon avis. J'aurais tendance à penser que déjà restituer aux États qui peuvent accueillir, et d'ailleurs certains ont dit on a vocation à accueillir un jour, mais aujourd'hui on n'est pas capable de le faire, on attend avant de demander la restitution. Ça montre bien que les États africains sont parfaitement conscients aussi de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire, et ne se jettent pas sur les demandes de restitution par principe en disant c'est à nous, donc peu importe ce qui va arriver aux biens ensuite, nous on veut les récupérer, et tout le monde est assez raisonnable dans cette affaire. Donc je pense que restituer dans de bonnes conditions, et il y a des coopérations entre institutions muséales européennes et institutions muséales africaines pour précisément permettre l'accueil dans de bonnes conditions. Il se trouve que je suis à moitié danois et je sais que le musée national danois a beaucoup travaillé avec le Bénin pour restituer des biens au Bénin qui se trouvaient dans les collections danoises. Et ont envoyé des experts danois pour aider à bâtir les musées, etc., ont financé, ont subventionné, pour justement permettre la restitution dans de bonnes conditions. Et finalement, dans ces conditions-là, tout le monde y gagne. Personne n'aurait intérêt à restituer à tort et à travers, et ensuite avoir les biens se dégrader, être pillés à nouveau, mais par d'autres, etc. Donc le but de l'opération, c'est quand même d'enrichir le patrimoine de l'humanité, de l'enrichir avec les biens sur le sol où ils ont été créés et pour lequel ils ont été créés, certes, mais c'est quand même que les biens restent dans le patrimoine collectif. Si c'est pour que, encore une fois, ils soient détruits ou qu'ils se retrouvent dans les collections privées dans des conditions totalement illégales, je ne suis pas certain que ni la France, qui les a conservés jusqu'alors, ni l'État africain qui peut légitimement, et la question de la légitimité n'est pas en cause une demi-seconde ici, mais qui peut légitimement prétendre à la restitution, ni l'un ni l'autre ne va y gagner quoi que ce soit.
Donc il faut faire les choses de manière un petit peu sensée à mon avis, et c'est là où probablement le rapport Savoy-Sarr, dans certains aspects, est allé un peu trop loin et a voulu, comment dirais-je, oui, restituer sans trop de discernement, ou en tout cas poser des principes qui à la fois vont à l'encontre des principes juridiques auxquels on est habitué, et en même temps sans forcément chercher à organiser un cadre qui, en droit, tienne la route. Parce qu'il y a un coup concret, parce que le rapport Savoy-Sarr propose de véritables dérogations au principe d'inaliénabilité. Ah mais complètement. Il propose effectivement que dès lors que les biens ont été pillés et il y a cette présomption de pillage, on n'applique pas le principe d'inaliénabilité et on restitue de manière systématique. Donc la dérogation au principe d'inaliénabilité, elle apparaît immédiatement en réalité. Le postulat de base, c'est qu'on va déroger au principe d'inaliénabilité, dont je rappelle quand même qu'il date d'un édit de Moulins qui date de 1566. Donc c'est pas exactement quelque chose qui est nouveau dans le droit français. En réalité, c'est un des principes les plus anciens du droit de l'État français, en quelque sorte. Et on revient finalement un peu sur la problématique que vous évoquiez au début de notre entretien entre le Code du patrimoine et ce principe d'inaliénabilité qui finalement arrive un peu à se gripper sur cette problématique de restitution. Donc le rapport Savoy-Sarr a ça aussi de bon, dans le sens où il repose le débat et l'articulation de ces différents codes. Oui, non, mais on est parfaitement d'accord sur le fait qu'on est face à deux principes qui, en droit, sont totalement antagonistes. On a d'un côté le principe d'inaliénabilité, dont la conséquence, comme on l'a rappelé tout à l'heure s'agissant des biens meubles, est que le patrimoine est totalement figé, ou quasi totalement figé, et d'un autre côté, une volonté de restituer, qui donc va à l'encontre complète du principe d'inaliénabilité. Et tout l'exercice consiste à essayer de concilier les deux principes. C'est précisément cette balance que cherche le Conseil d'État dans ses avis et que cherche le législateur. C'est à la fois de dire on restitue parce qu'il y a des bonnes raisons de restituer et que la restitution est parfaitement légitime, et en même temps, du coup, on déroge au principe d'inaliénabilité. Donc c'est cette balance-là entre ces deux intérêts totalement contradictoires a priori, même si les deux sont parfaitement légitimes. Je veux dire, il est parfaitement légitime de vouloir protéger le patrimoine public. Le principe d'inaliénabilité est absolument fondamental parce qu'il protège le patrimoine de la nation, dont nous profitons tous, et en particulier les collections muséales. Le principe selon lequel il faut restituer est parfaitement légitime parce qu'il a pour objet de compenser des situations qui sont elles, illégitimes, à savoir les propriétés issues de pillage. Donc les deux finalités des deux principes sont parfaitement légitimes. Simplement, elles sont contradictoires. Et donc le but de l'opération, c'est de les concilier et de les articuler l'une avec l'autre. Alors revenons sur les propositions de réforme. Vous parliez du rapport Savoy-Sarr et la nécessité de mettre un cadre juridique plus facile, plus aisé. On pourrait mettre des restitutions, on pourrait faire des restitutions de manière beaucoup plus simple. Il y a quand même aussi un autre arrière-plan polémique à ce sujet, c'est-à-dire une éventuelle dépossession du Parlement, puisqu'on passerait plus par la loi, pour déclasser ces biens qui présentent toujours un intérêt public. Et n'y a-t-il pas le risque d'indexer la gestion des collections muséales sur des considérations purement diplomatiques ? C'est-à-dire, je crois que le discours du président de la République lorsque le président de la République annonce des déclassements ou des restitutions de biens, il le fait, et derrière, il faut que ça suive, si vous me passez l'expression, parce qu'on pourrait avoir rapidement un problème diplomatique si une des commissions ou le Parlement ne disait pas « si, on déclasse ». Donc il y a quand même cet arrière-plan-là, ce risque de dépossession de biens publics et d'une décision de la nation qui appartient au Parlement au profit de l'exécutif qui serait uniquement lié, lui, par des considérations diplomatiques. Est-ce que ça fait partie de l'équation ou pas ? Je pense que ça en fait partie en tout état de cause, même si le Parlement demeure compétent pour décider des déclassements, puisque, encore une fois, le Parlement, dans l'immense majorité des cas, est saisi par un projet de loi qui émane de l'exécutif. Donc si l'exécutif
ne soumet pas le projet de loi parce qu'on parle de biens qui seraient à destination de tel État auquel on n'a pas envie de faire plaisir, eh bien, le Parlement ne sera pas saisi. Et si un parlementaire dépose une proposition de loi, on sait très bien que de la manière dont fonctionne la Ve République, si le gouvernement est opposé à cette proposition de loi, elle n'a absolument aucune chance d'être votée. Donc, en tout état de cause, la prééminence, en quelque sorte, de l'exécutif, et on peut gloser longtemps sur la balance des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, mais en l'état actuel des choses, et ça date pas de cette mandature, ça date quasiment depuis 1958, c'est que c'est l'exécutif qui va décider de ce qui va être déclassé et donc restitué ou pas. Donc, là-dessus, le changement de procédure, la mise en place d'une loi cadre qui encadrerait et qui créerait une procédure administrative de déclassement et de restitution, à mon avis, ne changera pas grand-chose. Et peut-être, justement, si c'est bien fait, devrait au contraire permettre d'avoir un vrai contrôle d'un juge sur des décisions soit accordant la restitution, soit refusant la restitution, où le juge se poserait la question de savoir si cette décision de refus de restituer à tel État est juridiquement fondée compte tenu de critères qu'on aurait fixés dans la loi et qui encadreraient les hypothèses de restitution ou de non-restitution. Donc au contraire, avoir une sorte de feuille de route en quelque sorte, avec d'un côté les conditions de fond de la restitution, voilà dans quel cas on restitue. D'un autre côté, les conditions de forme, la procédure selon laquelle on restitue, où vous auriez un État qui dirait, voilà, je suis la procédure, je demande comme c'est prévu par la loi, on instruit comme c'est prévu par la loi, il y a des critères d'appréciation bien par bien de est-ce qu'il est restituable ou pas, et après, on applique tout cela. Et donc, derrière, on peut avoir un contrôle du juge, de l'excès de pouvoir, qui dirait, on a respecté la procédure, on a respecté les conditions de fond, ou pas. Donc, d'un certain point de vue, on peut considérer que si une loi cadre était bien rédigée, elle pourrait en réalité créer une vraie égalité entre tous les États qui pourraient prétendre à la restitution. La question est encore une fois, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Et ça, c'est pas un choix ou une réflexion de juriste, c'est une pure réflexion politique qui, elle, pour le coup, doit être portée devant le Parlement. Et le Parlement doit se poser la question, par exemple, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la capacité de conserver les biens dans de bonnes conditions, etc. Est-ce qu'on veut avoir un cadre avec des cases où peut-être on n'aurait pas cette condition qui serait dedans ? Et si on l'avait, quels seraient les critères qui permettraient de considérer qu'elle est remplie ou non ? Donc c'est une loi qui serait difficile à rédiger et qui poserait en amont des questions un peu de principe. Est-ce que ça, c'est un critère, la capacité à conserver ? Oui, non. Et puis après, des problématiques techniques. Qu'est-ce qu'il faut pour considérer qu'un État est capable de conserver ? Stabilité politique, infrastructure muséale, que sais-je encore, voilà. Donc c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on touche à la fois au fond et à la forme, on touche à la fois à de la pure technique juridique, à de la politique, à de la diplomatie, à de l'éthique et à de la philosophie, et il faut à partir de tout ça fabriquer une loi. Donc c'est pas évident. Alors effectivement, les perspectives de réforme aujourd'hui, il y a deux choses qui sont sur la table. D'une part, le Sénat a récemment adopté une proposition de loi qui est actuellement pendante devant l'Assemblée nationale, qui a uniquement pour objet, là encore, de créer une commission qui se prononcerait sur les restitutions des biens. Avant toute réponse officielle de l'exécutif sur une demande de restitution, nous dit la loi. Oui. Donc il y a quand même ce risque, ce risque qui plane, qui est de dire on ne va pas indexer la gestion des biens culturels sur la politique étrangère, complètement. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a quand même ce risque-là qui est
qu'on tente d'écarter dans cette Oui, loi. même si au final, c'est l'exécutif qui a le dernier mot. Bien sûr. Donc, s'il veut indexer, il indexe. Mais effectivement, il lui sera plus difficile d'indexer si vous avez une commission qui a fait un travail sérieux, argumenté, sur, effectivement, les critères de restitution. La question est de savoir quels sont les critères qui sont appliqués, et ça, c'est un autre sujet. Ainsi que les garanties d'indépendance des membres de cette commission, peut-être. Comment ? Ainsi que les garanties d'indépendance Absolument. des membres de cette Bien commission. sûr, il faudra voir comment tout ça s'organise, comment les gens sont nommés. Ce sont des vraies problématiques, mais surtout, c'est une loi qui, à mon avis, là encore, de toute façon, nécessitera... on crée une commission, mais à la fin, au bout du process, on doit recourir au législateur. Parce que on a toujours le principe d'inaliénabilité qui se pose, et je ne suis pas certain que cette commission, même si elle peut se prononcer sur la pertinence de la restitution, elle ne pourra pas surmonter la question de l'intérêt public du point de vue de l'histoire de l'art, de la science, etc., qu'on trouve à l'article L21 12-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Donc il faudra de toute façon passer par le législateur pour, au bout du process, déclasser le bien, le sortir des collections publiques et le restituer. Donc, en réalité, peut-être qu'il peut être salutaire d'avoir cette commission pour aider à la réflexion, pour aider à l'instruction, mais ça ne résout pas le problème. Et du coup, le président de la République, lorsque il a officiellement procédé à la restitution des biens aux États du Sénégal et du Bénin en octobre 2021, il avait fait un deuxième discours, en quelque sorte, c'est la suite du discours de Ouagadougou, dans lequel il a annoncé une loi cadre. Une loi cadre dont l'objet sera précisément de fixer le cadre des restitutions de biens pillés. Et il a confié une mission pour réfléchir et pour élaborer cette loi cadre. Et cette mission est actuellement en cours, donc on aura à terme une loi qui pourrait être soumise au Parlement, peut-être à la rentrée ou au début de l'année 2023. Nous allons reprendre sur les spoliations antisémites, c'est-à-dire celles qui ont lieu durant l'occupation. Alors là, on a un régime juridique un peu particulier, avec toute une série d'instruments juridiques mis en place pour la restitution. On a une ordonnance qui a été prise en 1945. On a un régime juridique un peu particulier qui est le régime juridique des biens dits MNR. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement un tableau de ces instruments juridiques, avec aussi derrière la problématique du déclassement de ces biens ? Alors, effectivement, dès le milieu de la Deuxième Guerre mondiale, s'est posée la question de la restitution des biens spoliés. On a une première ordonnance en 1943, on a une seconde ordonnance en 1945 qui pose le principe de la nullité des actes de spoliation et qui crée une procédure pour permettre aux personnes spoliées de solliciter du juge la nullité des actes de spoliation et donc la restitution des biens à leurs détenteurs. Ça, c'est le premier outil qui a été créé donc pendant et immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième outil, c'est un texte de 1949 qui crée effectivement ce régime des MNR. En réalité, on utilise le sigle MNR, qui veut dire Musées nationaux de récupération, un petit peu de manière abusive, puisque le texte prévoit que l'État français récupère tous les biens qui avaient été envoyés en Allemagne, qui ont été trouvés, confère le film Monuments Men qui parle précisément de cette période et de cette traque des objets spoliés. Les biens sont rapatriés en France et confiés à la garde de l'État qui ensuite devait les restituer aux victimes des spoliations ou malheureusement bien souvent et leurs ayants droit, les victimes ayant disparu. Bien qui n'intègrent pas la propriété de l'État. Et effectivement, c'est parfaitement ça. Les biens en question sont sous la garde de l'État, mais n'intègrent pas le patrimoine de l'État et les collections publiques. Les biens MNR sont, parmi tous ces biens qui ont été rapatriés en France, ceux qui ont été confiés
aux musées nationaux et qui sont aujourd'hui exposés encore dans les musées nationaux, ceux qui n'ont pas été restitués depuis bien évidemment. Et vous avez à côté de ces biens un petit cartouche dans le musée qui indique bien que c'est le fonds MNR. Et le but c'était d'ailleurs de les exposer pour que les victimes ou les ayants droit puissent les voir et venir les réclamer. Mais il s'agissait, je crois, de 1600 biens sur l'ensemble des biens qui ont été confiés à la garde de l'État et qu'on appelle par abus de langage en quelque sorte MNR. Mais en réalité, les vrais MNR, ce sont uniquement ces biens qui ont été confiés aux musées nationaux. Bon, peu importe, ces biens en tout cas sont uniquement sous la garde de l'État. La dernière catégorie de biens, et c'est celle qui a donné lieu à la loi du 21 février 2022, ce sont des biens qui ont été spoliés et qui se sont retrouvés sur le marché et qui ont été acquis de bonne foi par l'État comme n'importe quel autre bien des collections publiques. Et parce qu'ils ont été acquis par l'État, ils ont intégré les collections publiques, ils n'ont pas été placés sous la garde de l'État parce qu'ils avaient vocation à être restitués, ils ont été achetés comme n'importe quel autre bien. Et donc, en tant qu'ils ont intégré les collections publiques, ils ont intégré par l'effet de l'article 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public. Et donc, ils sont devenus inaliénables et imprescriptibles, et on retombe sur les problématiques qu'on a évoquées jusqu'à présent. Et donc, là encore, pour permettre la restitution de ces biens particuliers, il n'y en a pas tant que ça au final, mais pour permettre la restitution de ces biens, il a fallu recourir à un déclassement législatif, il a fallu les sortir des collections publiques pour que, n'étant plus dans les collections publiques, ils ne satisfassent plus aux critères du Code général de la propriété des personnes publiques, et donc qu'ils sortent du domaine public et puis qu'ils puissent être restitués. Alors, juste une précision, s'agissant des biens spoliés qui font l'objet de la procédure de l'ordonnance de 45, là le principe d'inaliénabilité ne fait pas obstacle, puisque c'est la vente ou l'acte de confiscation qui est considéré ab initio nul. Exactement, c'est ça. Là, ce sont des biens qui, parce que l'acte d'acquisition est nul, eh bien, on considère qu'il n'a jamais existé, et donc le bien, si il était entré dans le patrimoine public, en réalité, en sort automatiquement, parce que la personne publique n'étant pas propriétaire, le premier critère de la dominalité publique ne s'applique pas. Donc, effectivement, dans cette hypothèse-là, la question ne se pose pas. D'ailleurs, ce régime a été appliqué aussi pour restituer des biens à la Chine. On a utilisé le même raisonnement pour considérer que l'acquisition ou l'appropriation par l'État étant nulle, la France n'était jamais devenue propriétaire des biens, et c'est comme ça qu'on a pu restituer, sous la présidence Sarkozy, je crois, des biens qui avaient été pillés en Chine. Mais c'est finalement assez rare, et pour les biens chinois, ça s'est fait un petit peu avec une base légale du Code civil, mais sans texte spécifique en tout cas, alors qu'effectivement, pour les biens spoliés pendant l'occupation, on a l'ordonnance de 1944. 5. Alors, s'agissant des biens spoliés sous l'occupation, on a une première, c'est la loi de janvier ou février 2022 qui procède à des déclassements. Et là aussi, on a un avis du Conseil d'État. Parmi tous ces biens, il y a certains biens qui posaient ou qui ont suscité une difficulté, c'est les biens de la vente dite d'Armand d'Orville. Le cas est un peu particulier puisque Monsieur d'Orville était un avocat, si je me souviens bien, de confession juive, qui est décédé en juillet 1941. Une vente a lieu en 1941. Cette vente est légale, elle ne pose pas de problème, on ne peut pas considérer qu'elle est spoliatrice. En revanche, le produit de la vente avait fait l'objet d'une arianisation, c'est-à-dire par un administrateur provisoire de Vichy, et c'est le produit de la vente qui a été spolié. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cas et des difficultés qu'il a soulevées dans l'avis du Conseil d'État parce qu'on comprend qu'on n'est pas là face à une spoliation. Autrement dit, la notion de restitution, l'ordonnance de 45 qu'on évoquait tout à l'heure ne s'appliquait pas. Et pour autant, le législateur va considérer que ces biens doivent faire retour aux ayants droit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce cas ? Eh bien, avant d'entrer dans le détail de ce cas-là, d'une manière générale, s'agissant des 14 ou 15 biens qui font l'objet de cette loi, on est toujours sur des cas très particuliers, ou en tout cas, beaucoup d'entre eux sont des cas très particuliers. Par exemple, il y a le cas aussi d'un bien qui, en quelque sorte, avait déjà été restitué, puisque un musée autrichien
avait restitué un tableau à une famille juive qui avait été spoliée, en pensant que le tableau en question était celui qui avait été spolié. Et ce n'est que plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait restitué le mauvais tableau, que l'Autriche avait restitué un tableau qui n'avait pas été spolié, et que le tableau qui avait été spolié se trouvait en France. Et il fait au musée d'Orsay. Et il fait partie, effectivement, du paquet de biens qui sont concernés par cette loi-là. Et quand vous regardez l'avis du Conseil d'État, il organise bien les choses pour dire, bon, il faut veiller à ce que finalement la famille ou les ayants droit ne soient pas indemnisés deux fois, en quelque sorte, en se voyant restituer le tableau autrichien qui n'avait rien à voir avec le sujet, et en récupérant aussi le tableau français. Donc à chaque fois, ce sont des histoires qui sont très particulières. Et pour avoir vu quelques dossiers sur ces sujets de spoliation, effectivement, les conditions dans lesquelles la spoliation a eu lieu, notamment lorsque le bien a été vendu par son propriétaire, la question va souvent se poser de savoir quelles ont été les circonstances de la vente. Est-ce que finalement il a vendu de son plein gré ou pas? Et est-ce qu'il a vendu dans les mêmes conditions que si on avait été dans une situation normale, ou est-ce qu'il a dû, parce qu'on était dans des circonstances particulières, vendre à bas prix, et est-ce que du coup c'est de la spoliation? Donc à chaque fois les histoires sont extrêmement particulières, évidemment, toujours pour le coup douloureuses. Dans l'affaire que vous évoquez, effectivement... Juste peut-être, je me permets de vous arrêter, en tant qu'avocat... quel élément de preuve, du coup, on essaie d'apporter dans ce genre de dossier? Puisque finalement, c'est toujours très compliqué d'avoir des preuves concrètes de la manière dont ça s'est passé à l'époque. Alors, c'est effectivement compliqué, et en même temps, on a quand même on a des traces documentaires. On a souvent des archives qui sont tenues par l'occupant, par l'administration française, par les maisons de vente. Donc, on arrive quand même à reconstituer, bon an, mal an, le parcours et les conditions. Et puis par exemple, quand on parle du prix, on est capable de reconstituer la valeur d'un bien donné à la période considérée pour comparer cette valeur théorique avec la valeur réelle qui a été donnée au propriétaire du bien, pour savoir si finalement il l'a donné de son plein gré et dans des conditions normales ou pas. Donc on arrive à quand même reconstituer l'histoire. C'est un travail lourd, mais c'est quelque chose qui reste quand même possible. La grosse difficulté, c'est surtout pour les familles des ayants droit d'identifier les biens qui appartenaient à leur famille, parce que chaque année qui passe, on a de moins en moins, évidemment, de contemporains de cette période-là qui peuvent se souvenir que leur famille possédait telle œuvre, et c'est souvent là qu'on va avoir une difficulté. Ça sera de simplement prouver, la question de départ, c'est est-ce que ça appartenait à ma famille ou pas? Ce qui est peut-être plus difficile dans le cas des pays qui ont été colonisés par la France, notamment en Afrique, en matière de preuves, Ah ben oui, et de valeur aussi de l'œuvre, puisque d'ailleurs on n'est pas revenu là-dessus sur ce débat-là, mais ce qu'on appelle œuvre d'art en Europe n'est pas forcément une œuvre d'art d'un point de vue africain, ça peut être des objets de culte simplement, et qui ne sont pas identifiés comme de l'art. Absolument. Le patrimoine culturel, il est d'une manière générale défini comme étant composé par deux éléments, par les œuvres d'art en tant que telles et par ce qu'on appelle plus largement les objets de collection. Les œuvres d'art sont des œuvres de l'esprit qui ont donné lieu à une matérialisation physique. C'est les arts plastiques. Alors que les objets de collection sont bien souvent des objets qui n'ont pas été conçus comme étant des œuvres d'art à la base, mais qui, parce qu'ils se rattachent à une culture, à une histoire, à des modes de vie, présentent un intérêt culturel malgré tout, et sont donc des biens culturels. Et effectivement, ça va être des biens qui vont être attachés à des cultes, mais ça peut aussi être des biens de la vie de tous les jours, qui tout d'un coup prennent une valeur culturelle parce qu'ils disent quelque chose de la localisation géographique, de l'ethnie, du mode de vie, etc. C'est pour ça qu'on a dans les objets culturels aujourd'hui des outils, des véhicules, toutes sortes de choses qui n'ont jamais été pensées par leurs concepteurs comme étant
à la base un bien culturel. Et c'est seulement la valeur qu'on leur a donnée qui font que ce sont des biens culturels. Donc effectivement, si on revient 2 secondes sur la problématique effectivement des pillages pendant la colonisation, la vraie difficulté, ça va être de prouver le pillage. Et c'est pour ça d'ailleurs que la proposition qui consistait à poser une présomption de pillage et la nécessité pour le détenteur public de démontrer que le bien avait été régulièrement acquis rendait la tâche quasiment impossible pour l'État. Mais à l'inverse, il est très difficile aussi de prouver le pillage. Je veux dire, ça dépend de quel point de vue on se place. S'agissant des œuvres qui ont été restituées au Sénégal et à l'État du Bénin, il y avait peu de doute, par exemple, ceux qui ont été restitués au Bénin, c'était le pillage de la capitale du royaume d'Abomey à l'époque, qui a été documenté par les troupes françaises. On sait très bien les conditions dans lesquelles cette capitale et le palais royal ont été investis par les troupes françaises. On sait ce qu'ils en ont extrait, et donc la preuve du pillage fait peu de doute. Mais quand vous aviez une équipe d'exploration qui allait quelque part dans des villages reculés, et qui revenait avec des outils, avec des masques, avec des objets funéraires, ou que sais-je encore, effectivement, est-ce qu'ils les ont acquis? Est-ce qu'ils les ont acquis à leur bon prix? Est-ce que... ou pas impossible à démontrer, personne ne faisait de facture à l'époque, donc c'est quasi impossible à démontrer. Et ça rend effectivement l'exercice particulièrement difficile pour ce genre de biens, ça c'est certain. Alors, si nous en revenons à la loi de 2022 sur les restitutions de biens spoliés sous l'occupation, là aussi on a un avis du Conseil d'État, et j'aimerais bien avoir votre sentiment sur le contrôle que fait le Conseil d'État sur cette loi, parce qu'il nous fait un distinguo sur les biens, selon que ces biens ont été spoliés, au sens de l'ordonnance de 1945, et les autres biens, ceux dont on ne peut pas dire qu'ils ont été spoliés. S'agissant des premiers, le Conseil d'État nous dit que leur restitution relève d'un motif d'intérêt général impérieux et que dans cette hypothèse, les exigences constitutionnelles qu'on a évoquées tout à l'heure, la protection de la propriété publique notamment, deviennent inopérantes. Il est assez étonnant, ou révélateur, que le Conseil d'État n'ait pas choisi d'illustrer son propos par une décision du Conseil constitutionnel, parce qu'il est peu probable qu'il y ait une décision du Conseil constitutionnel qui dise cela. Est-ce que cette affirmation vous a surpris ou pas? Puisque là, le Conseil d'État fait un peu œuvre prétorienne. Le Conseil d'État, oui, c'est vrai, et en même temps, le Conseil d'État a une approche qui est finalement assez finaliste. Et c'est aussi un peu l'approche même du juge constitutionnel. Quand on parle de droit constitutionnel, on parle beaucoup de principes, on parle beaucoup de concepts. On ne fait pas le même travail que quand on fait un recours pour excès de pouvoir, moi qui suis publiciste, où finalement on a une base légale et il s'agit de l'appliquer. Et le cadre est très clair. Quand on parle de principes, on sait très bien que les principes sont mouvants, leurs frontières sont souvent floues, et donc il s'agit d'avoir un peu d'imagination et surtout d'essayer de regarder finalement quelle est la finalité qu'on veut donner à ces principes. Finalité qui peut d'ailleurs varier au gré du temps. Ici, le Conseil d'État nous dit qu'un intérêt général impérieux, s'agissant des biens qui ont été spoliés au sens de l'ordonnance de 1945, effectivement, on retombe sur finalement le fait que, ab initio, la propriété publique est contestable. Et que donc le principe d'inaliénabilité devient inopérant parce qu'on n'est même plus dans le champ, quelque part, du principe d'inaliénabilité. Le domaine public, la première condition de l'appartenance au domaine public, c'est la propriété publique. Et c'est après qu'on va ajouter les autres critères, l'intérêt public, etc. Bon. Donc, si on considère que le premier critère disparaît parce que l'appropriation est totalement illégitime et susceptible de nullité, alors effectivement on sort du champ de la domanialité publique, donc du principe d'inaliénabilité, et donc il est assez normal que le Conseil d'État considère que le principe d'inaliénabilité devient inopérant. C'est vrai que lorsque, dans la deuxième catégorie de biens, la spoliation n'est pas intervenue de la même manière, c'est-à-dire qu'effectivement la vente
est régulière, mais que derrière, on a eu la spoliation du produit de la vente, on n'est plus sur une nullité du droit de propriété en tant que tel. C'est plus le droit de propriété qui est en cause en tant que droit de propriété, c'est quelque part la légitimité de ce droit de propriété compte tenu du contexte dans lequel ce droit de propriété est né. Et c'est la deuxième catégorie de biens, et c'est là qu'on va avoir une autre balance qui va être opérée entre deux intérêts légitimes. D'un côté, est-ce que le droit de propriété est légitime compte tenu du sort qui a été réservé aux produits de la vente, etc., par rapport à la légitimité qui consiste à protéger finalement le patrimoine de la famille spoliée en question. Et le patrimoine de la famille spoliée, c'est pas restituer une somme d'argent, c'est remonter à l'origine des fonds en quelque sorte pour restituer les tableaux. Et c'est un peu ça que fait le Conseil d'État dans la deuxième partie de son avis. Et alors quand il applique ces principes justement à la vente des biens d'Armand d'Orville, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que le gouvernement motive, puisqu'on doit motiver, puisqu'il va y avoir une atteinte aux propriétés publiques, il faut un motif d'intérêt général. Et le gouvernement motive cette atteinte par un principe d'équité, puisqu'on n'est pas dans une spoliation, on est dans autre chose. Donc, il faut que ce bien fasse retour aux ayants droit d'Armand d'Orville, et on mobilise l'argument d'équité. Ça a soulevé quand même un certain nombre de discussions, et dans l'avis du Conseil d'État, on voit que le Conseil d'État est un peu gêné par ce motif d'équité qu'il essaye de retraduire comme un motif de sanction de l'achat en 1942 de ces biens, puisque l'administrateur provisoire savait que le produit de la vente allait être aryanisé. Donc on a l'impression que ce motif d'équité, il est reformulé par un motif d'intérêt général qui ressemble à « il faut sanctionner l'État » pour l'achat qu'il a fait en 1942. Et on comprend que le Conseil d'État est un peu ennuyé par ce motif un peu filandreux d'équité, et surtout par la motivation, la vente, voilà, il dit, mais si on commence à mobiliser ce principe-là pour justifier des restitutions, jusqu'où on va aller ? Est-ce que vous partagez cette critique, cette angoisse ? C'est-à-dire que cette porte ouverte sur un motif un peu filandreux qui peut justifier des restitutions. Mais d'abord, la mobilisation du principe d'équité, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, quand on n'a pas une spoliation pure et dure, en quelque sorte, au sens de l'ordonnance de 1945, il faut essayer de trouver autre chose. Et le Conseil d'État essaye du coup d'analyser la situation pour donner un peu de sens à cette notion d'équité, et il regarde l'opération dans son ensemble. C'est quelque chose que l'avocat publiciste ou le juge administratif est habitué. Quand on fait du contentieux contractuel, on peut avoir plusieurs contrats et on va parfois examiner, pour qualifier le contrat, on va examiner l'ensemble des contrats pour regarder globalement quelle est la qualification qu'on doit donner à l'opération sans regarder contrat par contrat. C'est un peu le même raisonnement ici du Conseil d'État qui regarde l'opération dans son ensemble. Il ne s'arrête pas juste à la vente pour dire cette vente-là, c'est pas une spoliation. Il dit cette vente-là, elle s'est inscrite dans un contexte. On va regarder globalement ce qui s'est passé. Effectivement, l'administrateur savait que les fonds issus de la vente de ces tableaux allaient être confisqués et spoliés, et donc on regarde finalement l'opération dans son ensemble. Et c'est là que finalement le principe d'équité peut jouer, parce qu'au final, on aboutit à une spoliation. Alors, si on regarde le petit bout de la lorgnette, ou le sujet par le petit bout de la lorgnette, la vente en elle-même n'est pas spoliatrice, mais par contre, l'opération d'ensemble que constitue la vente et la spoliation du produit de la vente, c'est clairement une spoliation. Et donc, on aurait pu traiter ça en disant, dans ce cas, on n'a qu'à restituer l'argent, et pas les tableaux. Sauf que la finalité, c'était bien à l'occasion de la vente des tableaux, et donc c'est comme ça que le Conseil d'État a traité le sujet. Et je trouve que c'est quand même une façon constructive et intelligente de traiter le sujet, qui n'est pas totalement absurde quand on
connaît le mode de raisonnement du juge administratif par ailleurs. Après, sur la notion d'équité, effectivement, on ne peut pas la mobiliser, là encore, à tort et à travers. Il faudra que derrière, on puisse raccrocher des éléments factuels. Ici, ça a été le cas. On a l'étude d'impact qui décrit quand même de manière très précise ce qui s'est passé. On a le Conseil d'État qui analyse tout cela dans son avis et on arrive à accrocher à cette notion d'équité des éléments de preuve, des éléments de fait qui sont extrêmement clairs et solides. L'équité, ça ne peut pas être un bon sentiment. L'équité, en tout cas pour que ça passe par les fourches codines du Conseil d'État, l'équité, ça devra être quelque chose qui trouve un appui dans des éléments de fait et des éléments de preuve. Donc ici, on est dedans. Je doute que le gouvernement brandisse l'équité sans avoir autre chose que simplement une bonne volonté, en quelque sorte. Donc vous pensez pas que le risque qui est quand même un peu pointé par le Conseil d'État sur la mobilisation de l'équité d'un côté et le fait, ce que le Conseil d'État nous dit, c'est-à-dire que des achats ou des ventes durant cette période avec des circonstances, il nous dit analogues, c'est-à-dire des circonstances troubles, on risque d'en avoir beaucoup. En tous les cas, ça peut ouvrir la porte à beaucoup de demandes. Ce que vous acceptez dans un cas sur le fondement de l'équité dans des circonstances analogues, la vente d'Orville, on peut se dire il va y avoir beaucoup de demandes. Et vous ne pensez pas que c'est un risque sérieux ? Je pense que justement, alors d'une part, il faut quand même rappeler qu'au final, le Conseil d'État valide le projet de loi. Bien sûr. Donc, il pointe le risque, mais il considère finalement que ce risque est surmontable. Il pointe le risque et du coup, il envoie aussi un message au gouvernement consistant à dire il va falloir que vous étayiez un petit peu vos dossiers, comme vous l'avez fait ici, mais on a vu le point et on sera attentif à ce que le principe d'équité ne soit pas mobilisé n'importe comment. Donc du coup, je pense que le Conseil d'État a déjà mis un certain nombre de garde-fous juste en pointant le risque. Que le risque existe, oui, c'est certain. Il appartiendra au gouvernement, parce qu'encore une fois, c'est lui au final qui va décider s'il veut soumettre au Parlement telle ou telle proposition de sortie des collections publiques. Donc le gouvernement devra être un peu responsable et appliquer ce principe avec discernement et de manière extrêmement étayée. Néanmoins, il faut quand même avoir à l'esprit que certes, d'autres biens pourraient être concernés, mais on parle d'une catégorie de biens qui reste résiduelle par rapport à tout ce qui a été spolié et qui rentre plutôt dans le champ soit de la législation sur les MNR, soit de l'ordonnance de 1945. Il y a finalement peu de biens spoliés qui ont intégré les collections publiques et donc le domaine public et pour lesquels la problématique de la sortie des collections publiques et du déclassement se pose. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer le risque. Il existe, il a été circonscrit par le Conseil d'État et il n'est pas non plus, à mon sens, extrêmement important. Et comme vous l'indiquiez, l'avis du Conseil d'État se termine par un accueil plutôt ouvert à une éventuelle loi cadre sur les restitutions de biens spoliés. Loi cadre qui pourra justement poser des critères pour examiner les conditions dans lesquelles les spoliations ont eu lieu et qu'est-ce qu'il faut entendre par spoliation donnant lieu ou ouvrant droit à restitution. Et c'est là que, dans des cas analogues à celui-ci, on va peut-être pouvoir, on ne pourra jamais avoir le guide extrêmement précis avec l'intégralité des critères, tellement il y a de cas différents, de circonstances de faits différentes. Mais on pourra peut-être avoir des éléments qui devront être pris en compte pour apprécier la chose. Ça dépendra vraiment de ce que le législateur et le pouvoir exécutif, si ça renvoie à un décret d'application, voudront mettre dans les textes. Maître Philippe Ansel, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Clap de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.